La France est étranglée par son déficit et par sa dette. Et du coup, elle cherche tous les moyens pour récupérer des sous-sous. Et du coup, elle va peut-être s'attaquer aux retraités et aux fameux 10% d'abattement auxquels ils ont droit. Et pendant que la France est en train de se battre dans tous les sens pour essayer de faire 40 milliards d'économies, eh bien, vous avez à l'autre bout de la planète Donald Trump qui, lui, s'est mis à faire absolument n'importe quoi avec, excusez-moi, je m'entends en différé, ça va pas, voilà. Vous avez Donald Trump, n'importe quoi avec les tarifs douaniers et également qui menace de supprimer la Fed ou du moins le président de la Fed. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment crucial dans l'économie mondiale. Vous avez d'une part une France qui est complètement désemparée et d'autre part, vous avez une économie mondiale qui est en train de vaciller à cause de tout ce que nous promet ou de moins de tout ce que nous dit Donald Trump. Et pour vous parler de tout ça, eh bien, j'ai avec moi quatre invités. On a tout d'abord Antoine Andréani, qui est Antoine, je te laisse te présenter qui travaille pour XTB et je te laisse te présenter rapidement, Antoine. Merci François-Xavier pour l'invitation encore une fois. Alors je suis Antoine, je travaille chez XTB, je suis analyste et directeur de la recherche chez XTB France donc. Et je suis un passionné des marchés, je partage ma passion notamment avec la technique dans mon émission du matin, Good Morning Market, tous les matins sur YouTube, sur la chaîne d'XTB France sur YouTube. Et bon, si vous voulez me retrouver facilement sur les réseaux, vous tapez Antoine XTB, vous me trouvez très facilement. Et il y a un lien dans la description de toute manière pour pouvoir aller te retrouver. On a avec nous aussi Philippe Béchade, qui est rédacteur en chef aux chroniques Agora. Et d'ailleurs, vous pouvez télécharger son dernier rapport gratuit. Même chose, il y a un lien dans la description. Et Philippe Béchade a aussi une chaîne YouTube et une émission quotidienne sur YouTube. Philippe, tu veux nous en parler en 30 secondes? Écoute, oui. Alors mon émission quotidienne s'appelle L'Inforruptible, mais bon, la plupart des gens me connaissent dans mon rôle de rédacteur en chef aux publications Agora. Et en fait, je supervise et je co-rédige deux lettres d'investissement, une plutôt orientée buy and hold, un petit peu la Warren Buffett, de l'investissement thématique et durable, et de l'autre côté, quelque chose de très dynamique qui s'appelle Trading Lab. Alors, comme son nom l'indique, on fait du trading, des opérations opportunistes sur les marchés et on aime bien les mouvements de volatilité comme on vient d'en connaître quelques-uns depuis que Trump effectivement a annoncé la libération, c'est la libération des esprits animaux. Et puis, on a Nicolas Alfonsi, ça nous fait deux Corses sur le plateau. Donc, on a Nicolas Alfonsi, qui est un tech entrepreneur et que vous pouvez suivre sur Twitter. Hein, j'ai mis le lien vers son Twitter, qui est un tech entrepreneur et un business angel. Tu te présentes aussi en 30 secondes, Nicolas? Oui, alors comme tu l'as dit, tech entrepreneur, plusieurs startups à mon actif, dont la chance d'avoir une licorne aussi dans le CV. Business angel depuis quelques années, c'est ça, je mets des tickets principalement dans les startups tech. De temps en temps, je vulgarise un petit peu ce qui est économie, politique et tech, notamment dans l'émission des méchants capitalistes, à suivre sur YouTube et sur Twitch. Voilà. Très bien. Alors, l'émission des méchants capitalistes auquel j'avais participé il y a 3 ou 4 semaines. Donc voilà, qui est une émission de libertariens enragés. Et, et donc, on va commencer en parlant
en partie des retraités, en tout cas du budget de l'État. On a un État qui cherche désespérément 40 milliards. Alors 43, hein, parce que hier, Emmanuel Macron a promis 3 milliards à je ne sais quel dom-tom, mais tout d'un coup, comme ça lui a pris un peu comme une envie de faire pipi. Et il est allé promettre encore 3 milliards de dépenses publiques. Je ne sais plus si c'était pour créer un mur infranchissable pour que les Comores ne rentrent pas à Mayotte ou si c'était un problème de moustiques à La Réunion. Je ne me rappelle plus, mais il y a eu 3 milliards qui sont partis. Donc maintenant, on recherche 43 milliards désespérément. On n'a pas le début d'une piste d'économie, si ce n'est les fameux 10% d'abattement des retraités que le gouvernement aimerait toucher ce week-end. Ce matin, il dit non, finalement, on ne va pas y toucher parce que les retraités, ça pèse trop lourd électoralement, entre guillemets. Et enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était vraiment ce que ça voulait dire. Est-ce que vous croyez que notre gouvernement va effectivement faire des économies? Est-ce qu'on peut croire à cette parole du gouvernement et est-ce que, quelles sont vos premières réactions, je dirais, par rapport à cette attaque sur les 10% d'abattement des retraités? On commence. Qui veut commencer? Personne. Moi, j'ai un avis, par politesse, qui veut commencer. Je peux donner mon avis si tu veux, mais Vas-y. J'imagine. Concrètement, il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien dézoomer un peu ce sujet-là parce qu'il y a un peu deux camps qui se montent dans l'opinion publique, qui est que, entre guillemets, on le voit souvent passer sur Twitter, il faut baisser les retraites géantes des boomers. Dans l'absolu, elle nous coûte 380 milliards par an, dont 240 seulement, ou 260 si je ne dis pas de bêtises, sont financés par les cotisations des actifs. Donc, ça veut dire qu'il y a un tiers qui est financé à coût de subvention et à coût d'emprunt. La dette de la France, c'est 40 ou 60 milliards par an pour combler les retraites. Et on pourrait se dire, ça nous coûte trop cher. Mais à un moment donné, les retraités, c'est aussi les victimes d'un système de Ponzi qu'ils n'ont pas forcément, qui subissent en fait, et les laisser sur le carreau et leur dire maintenant vous toucherez moins, c'est un peu, c'est pas super fair play non plus, c'est un peu les prendre en otage. Et moi j'aime bien dézoomer en me disant ok, ça coûte super cher les retraites, mais à un moment donné, on est le pays qui prélève le plus du monde, qui a la plus grosse dépense sociale du monde. C'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on nous prélève, la qualité de service public dont on bénéficie. Et il faut se poser des questions. En vrai, en France, il faut vraiment se remettre en question sur la gestion, en fait. Où est-ce qu'il part tout le pognon? Je pense qu'il y a une énorme partie du prélèvement obligatoire qui est très mal utilisée et qu'on pourrait payer les retraites à la même somme en faisant des économies. Là, on doit vraiment les faire. Là où on dépense de l'argent pour rien. Et les retraites, ça viendra après. Il faut transitionner de manière assez smooth vers un mix par capitalisation pour que ce soit soutenable, quoi. Mais je pense que c'est le mauvais combat d'opposer les gens les pro-retraités et les on va ponctionner les retraites. Mais d'autant que moi je serais assez quand même pour qu'on plafonne les retraites. C'est-à-dire avoir un plafond les retraites de 15 000 par mois, c'est abusé, oui, ça on est d'accord. Mais on a, quand je vois, alors je vais prendre des retraites que tout le monde veut plafonner, donc je vais prendre celle des politiques, mais ça sera valable pour tout le monde. Mais quand je vois notre ancien Premier ministre Barnier, qui a 28 000 € de retraite par mois, 36, quand je vois... c'est François Hollande qui dépasse les 30 000, ouais. Non, mais il est à 36, il me semble, Barnier. Après, c'est brut, hein. Ouais. 36, ah oui, moi j'avais 28, mais j'ai peut-être loupé une ou deux retraites. Enfin, quand on est dans des sommes comme ça, à la retraite, c'est totalement anormal. Et là, on pourrait se dire qu'on plafonne la retraite à 3 000 €, par exemple. Et puis après, si tu as une retraite de plus de 3 000 €, c'est que tu as eu la capacité de mettre pas mal de capital de côté de ton vivant, enfin, dans ton activité, et tu ponctionnes un petit peu sur ton activité, sur l'argent que tu as mis de côté, pour payer le complément que tu veux. Mais l'État, lui, t'assure 3 000 €.
Et voilà, et se dire, bon, on prévient ceux qui ont 30 ans que ça va être dégressif, ou 40 ans que ça va être dégressif, en disant, aujourd'hui, on promet 3 000 €, mais les suivants, ça sera moins, donc mettez de l'argent de côté parce que ça va être, votre vie va être compliquée. Mais pour justement transitionner vers un système qui soit mix entre capitalisation et répartition. Et qui soit soutenable mathématiquement, absolument. Soutenable. Mais là, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Alors moi, je fais partie des gens qui versent des sommes importantes au titre de ma future retraite tous les mois. Je ne vois pas à quel titre on plafonnerait ma retraite à 3 500 à 3 600, alors que moi, je cotise pour 5 000 et je mets cet argent de côté. Et c'est pas l'État qui me verse cet argent, hein, c'est la caisse des cadres, c'est divers organismes auprès desquels j'ai cotisé. Donc c'est mon pognon, c'est mon bon pognon. C'est pas une rente que l'État me verse avec l'argent du contribuable. Je ne suis pas un fonctionnaire. Et les fonctionnaires, comme vous le savez, touchent des retraites beaucoup plus copieuses et avantageuses que le salarié du privé. Au départ, on disait, on leur maintient 80 ou 85% de leur salaire à la retraite parce que, oui, toute leur vie, ils n'ont pas encaissé des dividendes, ils ne se sont pas enrichis, ils ont donné leur vie et leur âme à la nation et donc on leur doit des retraites décentes, sinon ils vont avoir de toutes petites rentes. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence entre le privé et le public. Et ce sont surtout les gens du public qui, par leur pouvoir de nuisance, avec toutes les grèves qu'ils ont pu organiser ou qu'ils ont menacé de faire, ils ont obtenu des conditions de retraite extrêmement avantageuses que n'ont pas les gens du privé qui, eux, sont toujours les vaches à lait. Donc, les retraités du privé, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait leur retirer de l'argent qu'ils ont volontairement mis de côté dans des organismes de retraite qui sont excédentaires, je le rappelle, pour la plupart. Et il en va de même pour les cotisations chômage. La plupart des caisses privées sont excédentaires, donc on ne verse pas trop d'argent aux chômeurs. Non, ce sont ceux qui ont cotisé qui revoient quelque part les billes qu'ils avaient mises en prévoyance. Donc, je suis totalement contre le plafonnement des retraites dans le privé. En revanche, pour le public, ceux qui se gavent de 25, 30 000, 36 000 euros par mois sur le dos du contribuable, certains qui ont fait une carrière 100% en tant qu'hommes ou femmes politiques, qui ont vécu au crochet du citoyen et du contribuable du privé que je suis, alors eux, oui, je pense qu'effectivement, là, il y aurait matière à limiter leur retraite, mais en ce qui concerne le privé, je suis formellement défavorable. Je ne vois pas au nom de quoi. Je ne vois pas d'ailleurs non plus au nom de quoi on nous supprimerait l'abattement de 10%, ou alors il faut le faire pour tout le monde, parce que je le rappelle, les pensions, c'est de l'argent sur lequel de l'impôt est déjà prélevé, hein. Donc, et c'est de l'argent, comme je le dis, qui a déjà été épargné toute sa vie. Je ne vois pas pourquoi d'un seul coup on retirerait rétroactivement quelque part un avantage, si on peut appeler ça un avantage. C'est juste qu'on est un peu moins matraqué, mais on l'est encore assez furieusement. Donc, non. Tout ce dont on va parler ce matin, de toute façon, vous allez voir, je vais me fâcher parce que non, mais c'est bien. Pendant qu'on pense à essorer le retraité en désindexant sa pension, en déremboursant ses médicaments, je ne vois pas pourquoi on va continuer de filer entre 10 et 12 milliards à l'Ukraine cette année. Je ne comprends pas pourquoi on va faire des milliards de dépenses militaires et 50%, ça va être pour acheter des armes américaines. Faut pas rêver. On va peut-être commander, oui, quelques canons César, mais on va en commander encore beaucoup aux États-Unis. Donc non, franchement, c'est ça en fait. Avant de léser les gens, il faudrait dépenser mieux l'argent public, carrément. Bien sûr, c'est avant de penser à ponctionner. Commençons déjà par faire l'audit des 1200 agences, comités d'experts, comités Théodule, dont on sait très très bien que ce sont des pantoufles dorées
pour filer du pognon du contribuable et du retraité, parce qu'il paye, je le répète, des impôts s'il dépasse une certaine somme, une certaine rente par mois. Là, oui, ça, c'est des gens, c'est des parasites. Enfin, je pense que si on faisait un audit, on trouverait probablement 70 à 80% de parasites. Et c'est pas du parasitisme qui nous coûte 200-300 millions comme je ne sais pas quoi, les pensions de reversion veuvage. Hein. C'est selon les estimations, ça va entre 80 et 120 milliards par an. Voilà. Oui. Alors, faites déjà même 50% d'économie sur 80 à 100 milliards, on a trouvé les 40 milliards qui nous manquent. Hein. Mais du coup, comment on fait pour passer de la retraite par répartition à la retraite par capitalisation? C'est-à-dire que moi, mon idée qui était dans le plafonnement, c'est-à-dire de plafonner aussi les cotisations, et que derrière, le surplus de cotisations puisse être mis dans une retraite par capitalisation. Parce que, a priori, le retraite par répartition est effectivement une pyramide de Ponzi géante et n'est pas tenable sur le long terme. Et donc, il faut passer d'un système à l'autre, de la répartition à la capitalisation, voire garder les deux ensemble, comme ce que l'on voit en Suisse. Mais le passage, si on prend l'ensemble de l'argent des actifs, ce qu'on fait actuellement, on prend l'ensemble de l'argent des actifs, on ne peut pas leur dire en même temps capitaliser les gars, ça va bien se passer. Ils n'ont plus de sous. Donc, il faut passer d'un système à l'autre. Et mon idée, c'était on plafonne les retraites par répartition et on plafonne également la cotisation et le surplus de cotisation que les gens versaient, eh ben, au lieu de le verser dans un système par répartition, ils le versent pour les indépendants, on parle de loi Madelin, donc dans un contrat d'assurance vie type loi Madelin, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour les retraites. On pourrait même imaginer qu'on doive verser une partie de notre future retraite dans des organismes de type SCPI qui vont construire du logement. En France, on a une pénurie de logements invraisemblable. Là, on investit dans de l'immobilier rentable. Et à la limite, quelque part, vous êtes locataire et vous avez versé des loyers, on va dire, en pure perte. Si en fait, vous économisez et que vous épargnez également dans un organisme qui investit dans l'immobilier, quelque part, c'est vous-même qui vous logez. Vous voyez ? Non, mais on pourrait faire 3 piliers. En Suisse, il y en a 2, hein, mais on pourrait faire un 3e pilier où il y a une épargne vraiment utile qui permet de créer des logements, de résorber petit à petit la pénurie. Et puis ceux qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires, si quand même, au travers de leur épargne retraite, ils sont propriétaires d'un patrimoine rentable. Voilà, c'est une piste que je propose également. D'accord. Mais du coup, l'idée de plafonner les retraites tout en plafonnant les cotisations, ça te semble, c'est toujours aussi énervant pour toi ou Oui. Oui, c'est énervant. Si j'ai des capacités d'épargne importantes, oui, en plus de ce qui m'est prélevé, je vais en mettre sous forme de capi, naturellement. Mais le plafonnement, je vois pas pourquoi. Pour moi, le plafonnement, la régulation, c'est tout le contraire justement de la liberté. Ce qu'il faudrait plafonner, en fait, c'est surtout le cumul des politicards. Qui a été député, sénateur, conseiller général, machin. Tu les cumules tous et tu te retrouves à 30 000. Ça, faut plafonner. Ça, faut plafonner. Par contre, tu as raison, quand tu as épargné toi-même de côté, non, à ce moment-là, il ne faut pas plafonner, effectivement. Il va y avoir une génération de sacrifiés, en fait, François-Xavier, si tu fais une transition de système. Et je suis d'accord avec Philippe, un plafonnement, c'est illogique. Surtout, imagine que tu as de l'hyperinflation dans ton pays, que ton euro, il baisse de 50%, tes 3 000 euros deviennent 1 500. C'est pas démocratique comme procédé. Mais moi, messieurs, tout ce que je retiens de cet épisode, c'est encore une fois de l'austérité moralisatrice, du bricolage pour gagner du temps. On monte les Français les uns contre les autres. C'est vraiment du très, très grand classique. C'est une distraction. Je le vois comme une distraction dans un contexte où on a un appauvrissement général de la population, un pouvoir d'achat qui baisse constamment.
Donc là, ce sera le cas pour les retraités. On est vraiment, comme le disait Philippe, dans un pays dans lequel on a toujours plus d'impôts, moins de liberté. Et je le vois vraiment comme une distraction, en fait. Je ne fais jamais de politique sur YouTube, mais on sent que c'est une distraction. On sent que c'est pour gagner du temps, pour bricoler. Et on s'attaque au bastion des retraités qui ont voté pour Macron aux 3/4. Donc, ils s'y attaquent à la fin. Voilà, c'est de la politique. Et puis, ça représente quoi? 11% des économies annuelles prévues donc, pour atteindre ces 44 milliards d'économies. Donc, ça va rapporter 5 milliards en théorie. Donc, voilà, je suis circonspect. Moi, je dis, bon, pour plaisanter, mais amenez Musk, il va vous les trouver, les 50 milliards sans problème et sans toucher aux retraites, quoi. Enfin, donc, voilà mon avis là-dessus. En tout cas, les gens qui regardent l'émission sont pas non plus pour, parce que j'avais fait un sondage, les retraités doivent-ils contribuer à l'effort budgétaire? Il y a 85% de non. Donc au moins c'est clair, quoi, là. En fait, plus aucun contribuable ne devrait faire d'efforts. En fait. On a atteint des taux qui dépassent les pays ouvertement communistes. Donc, plus aucun contribuable ne devrait faire d'efforts. On devrait réformer, optimiser et mettre un gros coup de tronçonneuse, en fait. Et il y a quelque chose qui est très choquant, c'est les politiciens, et il y en a beaucoup. Donc, il y a eu Bayrou, Moscovici dernièrement. Ils vous disent tout le monde doit se serrer la ceinture. Et ça, c'est incroyable. Parce que vous avez les Français qui n'ont jamais attendu pour se serrer la ceinture. Ils se serrent la ceinture, il y en a qui n'arrivent même pas à finir les fins de mois, à manger. Donc, il y avait un sondage il y a quelques temps, soit que c'était il y a un an, je crois que c'était 82% des Français ne peuvent pas épargner à la fin du mois. Donc, ils se serrent déjà la ceinture. Donc, c'est même insultant à la limite. Oui. Moi, j'avais un chiffre là tout récent qui montrait que les 10% des Français qui gagnaient le plus gagnaient 2800 € net par mois. C'est pas un mauvais salaire, 2800 € net par mois, mais de là à faire partie des 10% qui gagnent le plus, ça fait petit pour le premier décile. En Suisse, avec 2800 par mois, tu fais partie des 10% qui gagnent le moins. C'est en dessous du SMIC. C'est en dessous du SMIC suisse. C'est 3004, je crois, le SMIC. Non, c'est plus encore. C'est plus encore. Plus. Non, mais je parle, moi, du salaire moyen en Suisse à 2800 francs suisses. Tu es vraiment dans le dernier décile. On est dans le taux de pauvreté, je pense. Si tu n'as pas une petite ferme héritée de tes parents, tu ne peux pas vivre, quoi. Tu ne peux pas payer un loyer, habiter et te nourrir en Suisse avec 2008. C'est juste pas possible. Non, mais c'est vrai, ça montre quand même la paupérisation de la population, quoi. Donc c'est vrai que quand on nous dit il faut. Et l'autre jour, je me baladais à Lyon, il y a une soupe populaire à Lyon. Enfin le soir, donc vers 6h, les gens, on leur donne une soupe populaire, mais il y a une queue effroyable. C'est à Lyon-Perrache, il y a une queue, mais c'est impressionnant de voir. En plus, ça devait être uniquement pour les hommes, parce qu'il n'y avait que des hommes, et il doit y avoir un autre endroit où on donne aux femmes. Je ne sais pas pourquoi c'est différencié, mais là, il y avait vraiment une queue absolument gigantesque pour aller à la soupe populaire, quoi. Ça devient... on a vraiment un peuple qui s'appauvrit de manière gigantesque, quoi. Voilà, on a un vrai savoir-faire entre les soupes populaires et les restos du cœur. On a un traitement de la grande pauvreté que le monde entier nous envie. Et donc, on entretient notre réservoir de pauvres. Des fois que nos soupes populaires se retrouvent au chômage, ça serait pas bien. Non, et moi, je vois les commentaires qui passent. Effectivement, il y a des gens qui n'auraient absolument pas les moyens et qui n'auraient pas les moyens, comme en Suisse, de se faire un deuxième pilier d'épargne parce qu'à découvert le 10 du mois ou le 15 du mois, évidemment qu'on ne peut pas en remettre. Donc, il y a une situation scandaleuse, on la connaît, et des éléments de langage scandaleux, se serrer la ceinture. Pensez à l'embonpoint de M. Gérard Larcher ou François Bayrou. Moi, ma ceinture, c'est du 85. Eux, c'est du 145, 150. Hein. Non, mais c'est incroyable. C'est ces gens-là. Il y a 40 000 qui va avec. Comment? Et le fauteuil, il y a 40 000 qui va avec.
Oui, Oui, mais ces gens-là sont complètement déconnectés. Mais ils nous méprisent. Je me mets dedans parce que moi, je suis un tout petit par rapport à ces gens qui vivent sous les ordres de la République, avec des larbins à leur service, qui savent pas combien coûte un plein, qui n'ont On ne aucune pourra pas au idée de la chocolat. vie des gens, quoi. Mais du coup, quelles sont les alternatives pour vous, c'est d'aller piocher sur le budget de l'État et les 1200 agences qu'il y a en trop, ou du moins une bonne partie a en trop. Enfin, c'est d'aller piocher sur l'État, en fait, pas sur les prestations sociales. Moi, c'est vrai que je pense qu'il faut faire les deux. Hein. J'ai toujours dit, pour moi, 10 ministères, c'est le max. 20, Charles de Gaulle en avait 20. Donc, allons jusqu'à 20 ministères au lieu des 40 et quelques que l'on a aujourd'hui. On supprime tout ce qui est culture, etc. Et on coupe de manière. On supprime toutes les agences, toutes les aides à la presse et toutes les aides aux associations. Comme ça, une association, si on a envie de lui faire un don, on lui fait un don, mais ce n'est pas à l'État de venir chercher l'argent dans nos poches pour aller le donner à des associations qui, parfois, nous déplaisent fortement. Donc, voilà, je suis pour des méthodes absolument extrêmes. Mais dans mes méthodes extrêmes, il y a aussi quand même le fait de devoir supprimer le RSA ou le limiter de manière extrêmement forte dans le temps, 4 à 6 mois, de pouvoir supprimer la plupart des allocations que je trouve totalement injustifiées. En dehors de l'handicapé tétraplégique qui, lui, peut pas travailler quoi qu'il fasse, quoi qu'on veuille, tous les autres, à mon avis, doivent être remis au travail fortement. Et donc, je suis très, très extrême là-dedans, mais il y a donc le côté État et le côté aide sociale. Et c'est pour ça que je disais plafonner les retraites et aussi pour aider à passer au système par capitalisation, parce que comme le disait un des auditeurs, quand on n'a pas les moyens, on ne pourra jamais arriver à la capitalisation si tout est pompé par la répartition. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées sur les économies que doit faire l'État ou est-ce qu'on a fait le tour avec ce que vous avez déjà dit, hein, je ne sais pas. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il faut auditer, tronçonner. Vas-y, pardon. Alors moi, j'ai peut-être quand même un petit ajout. Alors, on est le pays socialement le plus généreux, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on est encore plus généreux avec ceux qui ne sont pas français, qui ne payent pas d'impôts ou qui n'en payent pas encore. Et là, il y a un vrai souci parce que ça nous coûte une fortune. On n'a clairement pas les moyens. On soigne la planète entière. Alors, il paraît hein, qu'on reçoit quand même des compensations de l'Europe, qu'on a des accords bilatéraux avec certains pays d'Afrique, mais en réalité, il y a toute une population qui profite et qui vient uniquement pour profiter de notre système de soins. Désolé, mais quand vous allez dans un hôpital, vous vous apercevez très très vite que des gens qui sont venus, pas faire du tourisme médical, mais enfin qui sont quand même venus en France pour se faire soigner, vous rendez compte que c'est 50% de la population d'un hôpital. Donc si on a des accords et qui sont respectés et que la France reçoit l'argent de pays qui n'ont pas de scanner, pas d'IRM et tout ce qu'on veut, moi je veux bien, mais en fait cet argent il n'est jamais versé. Donc, c'est bien le contribuable français qui soigne des gens qui viennent de l'étranger. Je suis tout à fait pour qu'on soigne et qu'on prenne en charge des gens qui ne pourraient pas être soignés dans leur pays. Mais il ne faut pas que ça soit systématiquement à la charge du contribuable français. Et que pendant ce temps-là, on va financer à prix d'or une agence avec ses 40 membres privilégiés pour réfléchir à comment on optimise l'hôpital. Et à la fin, on a versé des 100 000 euros à chaque membre. Et à la fin de l'année, il n'y a même pas un rapport ni rien. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. On peut pas soigner la planète entière si la planète ne contribue pas. Et on ne peut pas continuer de supporter que des gens
soient payés, soi-disant pour leur expertise et leur réflexion, ne produisent aucun rapport et qu'en fait on s'aperçoit que l'essentiel de l'argent ça passe dans des restaurants, dans des voyages d'études à l'île Maurice ou à Bali, quoi. Non mais là c'est un vrai scandale. Mais chaque fois que vous dénoncez ça, vous avez immédiatement des gens qui vous traitent de populistes, etc. Et moi je regardais encore hier BFM, les experts, qui discutaient justement de les retraites, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on doit ou pas ponctionner, mettre à contribution les retraités. Tous ces gens-là étaient déjà retraités. Pourquoi ils s'en fichent, eux, qu'on supprime les 10%, qu'on désindexe les retraites? Pourquoi? Eux, ils sont déjà à l'âge de la retraite. Mais ils font tous partie de 3, 4 think tanks, comités. Donc, à la limite, les retraites, c'est rien par rapport à leurs revenus à eux. Moi, j'aimerais bien qu'on interroge justement les agences pour lesquelles ils travaillent, parce que j'aimerais bien savoir s'ils font un vrai travail et si ils sont justement rémunérés avec l'argent du contribuable pour étudier les moyens de ponctionner encore plus le contribuable. Ça m'énerve. D'accord. Alors, on va clôturer la question sur les retraites. Je voulais vous montrer un sondage qu'on a fait dans le chat pendant qu'on parlait. Pensez-vous, oh là, c'est trop petit pour moi, là, j'ai plus 20 ans, moi, il me faut des trucs plus gros, hein. Alors, pensez-vous qu'il faille toucher aux avantages fiscaux des retraités? Et 58% pensent qu'il faut trouver d'autres pistes d'économie. Et voilà, 27% trouvent que c'est trop dangereux politiquement et 15% seulement sont pour toucher aux avantages fiscaux des retraités. Donc voilà, comme ça, la position de chacun est claire. Alors, pendant qu'on a des grosses difficultés avec notre budget français, et que je ne vois vraiment pas comment on va réussir à faire 2026, je pense d'ailleurs que le gouvernement ne sait pas non plus comment on va réussir à faire 2026 et que maintenant, à la limite, il s'en fiche parce qu'il sait bien qu'il ne sera plus là en 2026. Je lisais d'ailleurs un article, mais je vais arrêter ce chapitre-là, mais je lisais un article intéressant ce matin. On nous disait qu'en fait, on prévoyait une dissolution de l'Assemblée, justement pour que ce soit à la limite le RN ou un parti d'opposition qui obtienne la majorité, qui se retrouve au gouvernement en 2026 avec l'incapacité complète finalement d'agir, parce que là, ça va être un budget de super austérité qu'il faudra mettre en place et comme ça, bien savonner la planche au suivant et pouvoir regagner les élections de 2027 pour être présidentiable. Bien vu, parce que... C'était le plan l'an dernier, ça. C'était le plan l'an dernier. C'était le plan l'an dernier, mais il s'est viandé. Ah ouais, mais il s'est viandé. On s'est retrouvé avec une tripartite très complexe à gérer, du coup. Mais là, ça dit d'essayer de recommencer, je pense. Non, mais là, très très bien joué. Si effectivement, quelle que soit la couleur politique de l'opposition, si c'est effectivement encore un peu plus à droite, ça va être 2 dégradations par Moody's, S&P qui ne nous ont pas noté. Hein. Le week-end dernier, voilà, magnifique. Les cloches ne sont pas revenues de Rome et donc elles ne vont pas sonner à nos oreilles. Et on n'est pas noté. Vous pouvez être sûr qu'à la rentrée, le prochain gouvernement, il va se prendre. La France va finir à triple B. Pour moi, c'est quasiment acté. Ouais. Alors, on va passer à Trump, parce que pendant que nous, on est en train d'être complètement étranglé par la dette et le déficit, on a Trump qui agit quand même très, très fortement aux États-Unis et, je dirais, qui a créé un chaos économique mondial faramineux. On a donc tout ce qui est droit de douane, où il y a eu une concurrence entre Trump et la Chine pour savoir qui mettrait les plus gros droits de douane à l'autre. Et finalement, ça serait calmé ce matin. Trump aurait dit non, finalement, on ne va pas mettre 140 ou 170% de droits de douane. Je ne sais plus à combien on était à la Chine. 245. 245. Et il y avait des enchères. Et là, a priori, il a stoppé ce matin. Même chose, il a parlé de faire partir le patron de la Fed, et puis parce qu'il ne baissait pas assez vite les taux. Et ce matin, il dit que finalement, il ne va pas le faire, ou du moins qu'il n'en a jamais parlé.
On a une concurrence, même chose, de droits de douane entre les États-Unis et l'Europe gigantesque. Et on voit que dans l'Europe, il y a Meloni qui est allée discuter pour la part italienne et qui a laissé les autres se débrouiller tout seuls. Enfin, ça met un bazar pas croyable dans l'économie mondiale, gigantesque dans l'économie mondiale et dans la finance mondiale. Et la question qu'on peut se poser, je dirais, avec Trump, c'est est-ce qu'il est un facteur de chaos ou un stratège? C'est-à-dire, est-ce qu'il est conscient du bazar qu'il met, mais qu'il dit c'est un bazar pour un an ou quelques mois, peut-être un an, peut-être 2, mais après, on sera revenu à un État américain en meilleure forme. Et après tout, je me fous un peu de ce qui arrive aux Européens. C'est pas pour ça que j'ai été élu. Ou est-ce qu'on a un Trump qui improvise complètement et qui sait pas où il va, quoi. Alors, François-Xavier, Oui, je veux bien commencer. vas-y. Je pense que Trump est un stratège, mais il ne faut pas intellectualiser trop les choses. Il y a énormément de bruit, les médias s'emparent de beaucoup de sujets. Trump a vraiment le dos rond, hein, l'expression, il a le dos rond. On lui colle beaucoup d'étiquettes. C'est un marché qui est technique. Moi, je suis vraiment concentré sur la technique. Je suis vraiment un architecte des marchés, un technicien. Cette crise actuelle dans laquelle on est, alors, estampillée Trump par les médias, évidemment, hein, je pense qu'elle aurait eu lieu si Harris avait été élu. C'est-à-dire qu'elle était inévitable. On était un petit peu en mode bulle dans le thème de l'intelligence artificielle avec la tech. On était monté très, très fortement depuis octobre 2023 grâce à un autre moteur, celui des taux d'intérêt que la Fed baisserait pour accompagner l'inflation à la baisse. Et donc, on a tous les prétextes, en fait, pour avoir une belle correction. Et cette correction, actuellement, on ne sait pas de quelle ampleur elle va être. Peut-être qu'elle est déjà terminée. Peut-être qu'elle va nous faire, ça va être une réplique de ce qui s'est passé pendant le Covid, une baisse de 35% à peu près. Pour l'instant, on a baissé de 21%. Ou est-ce que ça va être quelque chose de phénoménal, comme on a connu en 2008? Et là, par contre, Trump va en prendre plein la tête. Pour savoir où est-ce que la bourse va, il faut se baser sur la technique et éviter totalement les news et tout ce bruit qu'il y a. Parce que si vous vous concentrez sur les posts de Trump, sur Truth Social, vous allez devenir fou. Et surtout avec l'amplification de ce que les médias vont faire. Donc vous allez faire de grosses bêtises si vous êtes investisseur. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que cette crise, vous pouvez la calibrer, la jauger par rapport à ce que fait l'indice de la volatilité. Alors, en 2008, le VIX, l'indice de la volatilité, l'indice de la peur, était monté à 96. Le S&P 500 avait baissé de 58%. En 2020, pendant la crise du Covid, on était monté à 85. OK ? 96, 85. Et on avait baissé de 36%. Actuellement, durant cette crise dans laquelle on est situé, on est monté dans le VIX à 60, excusez-moi, à 60, et on a baissé de 21% seulement. Ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que la panique a été énorme. On n'a pas baissé tant que ça par rapport aux crises du passé. C'est peut-être terminé. Il faut regarder ce que font des indicateurs, notamment Bitcoin, qui est fortement monté hier. Et Bitcoin a une personnalité particulière, c'est qu'il part en anticipation des indices à la hausse. Si jamais Bitcoin devait casser 98 000 $, ce serait un signal très haussier pour Bitcoin et pour les actifs risqués. Si le S&P 500 cassait, je crois que la valeur c'est 5 700 points, qui est absolument essentiel à casser pour les bulls, pour les haussiers, eh bien ça signalerait que cette correction est peut-être déjà terminée. Donc il faut vraiment faire très très attention aux narratifs des médias qui vont vous faire peur avec tout ce que Trump dit. Les médias n'aiment pas Trump. Et peuvent vous faire un petit peu paniquer et peuvent vous faire croire que cette crise va être vraiment dramatique. Alors, elle le sera peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas des niveaux de support clés qui ont été cassés. On pourrait s'orienter vers 4500 points de l'S&P 500 à venir. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est toujours au sein d'un marché haussier qui est un des marchés haussiers les plus forts de l'histoire, qui a traversé toutes sortes de crises. Brexit, crise de la zone euro, hyperinflation.
hausse des taux, risque de troisième guerre mondiale. Vous imaginez tout ce qui a traversé ce marché haussier. Et donc là, on a les tarifs douaniers de Trump. Et si jamais demain matin, Trump se réveille parce qu'il a un petit peu peur, il n'a pas envie que la bourse baisse, parce qu'il sait que son électorat est très très dépendant de la bourse et qu'il va juger la politique de Trump par rapport à la bourse, eh bien Trump pourrait se lever demain matin en postant, bon c'est bon, j'ai trouvé un accord avec la Chine, finalement tout va bien. Et toute cette crise, eh bien, aurait pu être considérée un peu comme une arnaque. Je ne dis pas que c'est le cas du tout, hein, mais il faut faire très attention à cette tendance haussière qui est très très forte. Alors voilà, tout ça pour vous dire que Trump, lui, évidemment, fondamentalement, on entre dans un nouveau modèle. Il veut changer de modèle. Ce changement de modèle va prendre du temps. Et comme l'a dit un de vos auditeurs, tout à l'heure, j'ai vu un message passer, il avait annoncé à l'avance. Il avait dit qu'il y aurait un peu de casse. Il avait dit que euh, le jour où il arrivait avec son tableau des tarifs douaniers, il le ferait le 2 avril parce que la veille, c'était le 1er avril et initialement, il avait voulu le faire le 1er avril et il avait dit on ne va pas me croire, donc je vais le faire le 2 avril. Il avait tout annoncé à l'avance, notamment dans ses speeches avant les élections. Donc voilà, on entre dans un nouveau modèle. Ce sera tout pour l'Américain moyen, pour qu'il ait plus de pouvoir d'achat. Et c'est tout le contraire qu'on fait en France, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on pourrait juste se calquer sur ce qu'il fait. Alors évidemment, on n'a pas le dollar, on n'a pas la puissance du dollar, on n'a pas la force, la puissance américaine en nous, mais ce changement de modèle, eh bien, il va transférer les impôts que ne payent pas les multinationales, notamment la Big Tech en Irlande. Eh bien, il va ramener tout ça aux États-Unis dans la poche du citoyen lambda américain, ouais. et il veut supprimer aussi l'impôt sur le revenu. C'est révolutionnaire. On est vraiment dans un changement de modèle incroyable qui va prendre du temps et ça cause de la casse. Et au niveau du S&P 500, de la bourse, eh bien, on va avoir des signaux pour savoir si ce modèle va être accepté rapidement ou non. Mais en tout cas, c'est passionnant parce que voilà, on va voir les États-Unis qui vont se réindustrialiser, il va baisser les impôts sur les sociétés. On a déjà des investissements massifs qui sont en train d'être effectués aux États-Unis. Il va se heurter au mur de la dette, Philippe en parle souvent. Donc, c'est vraiment des sujets passionnants. On est dans un changement de modèle, mais moi, le message que je veux donner aux personnes qui nous écoutent, pour les investisseurs, c'est attention au bruit, vraiment attention au bruit. Basez-vous sur votre méthode. Je le dis souvent, je me répète un peu comme un perroquet, mais voilà, il faut vraiment se baser sur son modèle, sur sa méthode de trading, sur sa méthode d'investissement et éviter le bruit parce qu'il y a énormément, vraiment beaucoup de bruit. Je dirais qu'il n'y en a même jamais eu autant depuis quelques temps. Il y a un message encore, ça me fait plaisir. Mais oui, voilà, changement de modèle, évitez le bruit. Moi, si je peux dire la mienne aussi, du coup, j'aimerais compléter parce que effectivement, je parlais de plus l'aspect géopolitique que marché, qu'Antoine nous a très bien décrit. Trump, on voit souvent, moi quand j'étais jeune entrepreneur, j'ai créé ma première boîte de 19 ans, je savais tout mieux que tout le monde, je jugeais tout le monde, j'avais des idées bien arrêtées et c'est la vie en me mettant des gifles entrepreneuriales qui m'a appris à devenir humble. Typiquement, on a la critique facile. En plus, il y a la surcouche médiatique qui a tendance à diaboliser Trump parce que c'est un républicain, c'est le camp du mal, côté européen. Et du coup, on a la critique facile sur sa politique. On aurait tendance à dire qu'effectivement, d'un point de vue économique, strictement, mettre des droits de douane comme ça, ben, c'est mauvais économiquement, puisque c'est les citoyens américains qui payent les frais au final en bout de course. Mais on a trop tendance à dire que Trump est un débile et on oublie, il faut recontextualiser. Le gars, c'est un businessman qui est devenu milliardaire. Il est parti millionnaire, hein, il ne part pas de rien non plus, mais il devient milliardaire, ce qui est très compliqué. Après une crise, il n'est plus milliardaire, il redevient milliardaire. Il devient président des États-Unis d'Amérique une fois. Il devient président des États-Unis d'Amérique une deuxième fois. Il n'y a aucun monde, il n'y a aucune possibilité, aucun monde qui existe dans lequel ça puisse arriver par hasard en étant un idiot. Ça ne marche pas. Le mec est un stratège.
Je recommande ses bouquins qui sont excellents. On comprend un peu mieux ce qu'il fait. Par contre, il utilise une stratégie qui est très peu utilisée sur la scène politique, c'est celle qu'utilisait Nixon aussi. C'est la théorie du madman. Le gars, il y va en assumant de faire le furieux. C'est-à-dire que le mec, quand il a une table de poker, quand il bluffe pas en mode j'ai deux as, il bluffe en mettant en mode j'ai mis du C4 sous la table et je m'en fous si la salle elle explose. C'est vraiment cette méthode-là. Donc effectivement, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas assumer, que tout le monde ne peut pas porter. Ça ne marcherait pas avec Macron, il faut avoir la personnalité pour. Trump a la personnalité pour. Et ça fonctionne en fait, ça fonctionne. On l'a vu quand il a parlé de mettre en place les tarifs avec le Mexique. Dans la journée, le Mexique s'est couché. Ils ont dit c'est bon, on prend nous en charge la surveillance de la frontière. 85 000 militaires qui vont s'en occuper exprès pour ça. Donc en une journée, avec les tarifs, il fait plier le Mexique. La Colombie en 2 heures. Vous voulez pas reprendre vos ressortissants illégaux que je vous renvoie. Je vous mets 25% de tarifs. Dans les 2 heures, ils ont envoyé l'avion présidentiel pour aller chercher les réfugiés, les immigrants colombiens. Après, il y a un petit bras de fer un peu plus costaud avec le Canada, un plus gros bras de fer avec l'Europe, mais ce qui est fort, c'est qu'il arrive à assumer les deux issues. C'est-à-dire que soit il gagne, soit il peut quand même continuer d'assumer sa politique de tarifs économiques parce que ça va plus impacter les autres que lui-même. Donc, il y aura un peu de casse chez lui, mais ça va lui servir dans un deuxième temps quand même. Donc, il est gagnant sur tous les tableaux. Un peu plus de casse s'il est obligé de les maintenir, mais c'est juste de la stratégie diplomatique. En fait. C'est pas de l'économie. Et comme disait Antoine, derrière, il y a un plan de reformation du système économique américain. Et je pense que ça va être pour le mieux. Donc, il y a de la casse, comme à chaque fois qu'on change de système, et lui, en plus, le fait violemment. Donc, il y a encore plus de casse. Mais pour ceux qui sont sur les marchés, en ce moment, il y a des occasions et des dips à acheter, du coup. Alors moi, je suis pas sûr que les soldes sont terminés. Voilà, c'est les petites soldes, vous savez, les petites soldes là trimestrielles. On peut très très bien là avoir vécu la première démarque, et puis il y en aura une seconde, où là les prix passent à moins 50, moins 60. Et puis il y a la troisième démarque où tout doit disparaître, un article gratuit en plus pour 3 achetés. Et généralement, la fin d'une baisse, c'est quand il y a vraiment plus personne qui veut acheter. Or là, la semaine dernière, d'après les statistiques que j'ai pu avoir depuis Wall Street, jamais les particuliers américains n'avaient acheté autant de papier en une semaine. Ils se sont rués à la baisse sur tout. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs qui ont perdu 40-45%. On a l'impression de les acheter pas cher. Sauf que l'année dernière, les mêmes ont fait x6. Alors, vous perdez 40% d'un titre qui a fait x6. Vous êtes encore très, très loin d'une correction qui ramène la valeur à un niveau de valorisation correct. Maintenant, ce qui concerne Trump, je pense qu'il est à la fois, il est certainement stratège et effectivement, c'est bien vu de dire que c'est le madman. Et Trump adore le catch, donc il adore ses joutes verbales, les joutes verbales avant que les gars se rencontrent sur le ring. Quand ils sont sur le ring, la chorégraphie, elle a été répétée et tout, il faut l'exécuter exactement tel que prévu, parce qu'un salto arrière, s'il est mal réceptionné, c'est les vertèbres qui pètent. Donc, quand on est sur le ring et qu'on est dans la vraie bagarre, entre guillemets, là, on fait pas les cons. Et maintenant, avant de monter sur le ring, on peut raconter n'importe quoi. Donc, c'est exactement ce que fait Trump. Maintenant, je suis d'accord également avec ce qui a été dit sur les démocrates. Kamala Harris, elle allait se récolter une crise majeure. Pourquoi ? Parce que la crise du Covid, c'est 4 000 milliards d'argent imprimés. Bon, c'est la crise, etc. On prend de très mauvaises décisions. On arrête l'économie, ça ne sert strictement à rien. Maintenant, on le sait rétrospectivement. Mais voilà, ça a coûté 4 000 milliards. Et qu'est-ce que fait ensuite Biden ?
alors que là, il n'y a plus de crise, que la Fed reprend la main sur l'inflation. Il rajoute 4 000 milliards supplémentaires. Donc, il achète complètement la croissance américaine à crédit, et cette fois, sans l'excuse de prétexte de on doit sauver l'économie, on vient de l'arrêter, il faut sauver le système, on injecte. Ils ont continué d'injecter alors qu'il n'y avait plus de crise. Mais ça allait où? Ça allait à un moment où le créancier cesse d'avoir confiance. On ne sait jamais quand est-ce que le créancier cesse d'avoir confiance. On ne le sait jamais. Mais le jour où ça arrive, c'est la cata. C'est la cata, là, d'un seul coup, c'est Enron, vous voyez. Enron, on faisait confiance. Plusieurs fois, ça avait fait la une du Times. C'était l'entreprise la plus innovante, la plus successful des États-Unis. Puis un jour, on découvre que c'était à la fois un Ponzi et une gigantesque escroquerie. Et du jour au lendemain, c'est passé de AAA à C. Voilà, la confiance des créanciers s'est dissipée en même pas une semaine. Voilà. Et je pense que Trump se rendait compte qu'avec la trajectoire depuis le Covid, ou que finalement, on ne revient pas sur les déficits, au contraire, on rajoute, on met le pied au plancher. La dernière année de l'élection, Biden espérait, en arrosant l'économie, créer de la croissance et s'acheter le vote des Américains. Il a injecté autant d'argent qu'en 2021 avec les chèques Covid. Enfin, c'est une dinguerie totale. Donc, je pense que Trump s'est dit, peut-être qu'il vaut mieux faire une démolition contrôlée où c'est moi qui vais, avec mes tweets, avec mes déclarations à l'emporte-pièce, faire danser les marchés pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, plutôt que d'un seul coup, les créanciers se disent « Ah ben là, les États-Unis ne peuvent plus payer. Hein. Ah, puis 36 milliards, là, ça ne va plus. Moi je ne mets plus mes billes aux États-Unis. » Puis en plus de ça, il y a la dédollarisation qui a commencé depuis déjà une dizaine d'années. La perte de confiance, c'est ce qu'il pouvait y avoir de pire. Donc Trump s'est peut-être dit, vaut mieux orchestrer la transition vers un autre système plutôt que de voir le système se désintégrer. Et le jour où ça commence, il n'y a rien à faire. Hein. C'est comme quand vous êtes sur un chemin de montagne et que vous avez une grosse pierre au bord du chemin et que vous dites « Ah, ça serait rigolo si je la laisse dérouler dans la pente. » Et puis ça y est, vous poussez dessus, elle commence à dévaler. Puis là, dans ce coup, vous réalisez que en dessous, il y a des lacets, puis il y a des promeneurs dans ces lacets. Et là, vous ne pouvez pas arrêter la pierre. Vous ne pouvez rien faire. Donc, il s'est dit, vaut mieux peut-être que moi-même, je prenne la pierre, je me mets en dessous, puis je la fais descendre progressivement. Je ne sais pas jusqu'où ça va descendre, mais manifestement, il a compris qu'il fallait donner un signal comme quoi on allait réduire les déficits. Donc, le Doge s'est fixé le chiffre psychologique des 1 000 milliards. Il va probablement les trouver parce que la gabegie aux États-Unis et la corruption sont à des niveaux phénoménaux. On l'a vu avec USAID, qui est l'antenne, enfin, c'est le bras de la CIA pour influencer les médias, les élections dans des pays, soi-disant, c'est toujours l'influence russe, mais en réalité, les moyens qui se chiffrent en milliards, c'est bien l'USAID qui truque les élections, qui achète la presse, etc. Bon, ça, Trump a décidé qu'on allait couper là-dedans. Voilà. Et il y a plein de choses qui vont être coupées. Et ça, c'est un signal plutôt positif pour les créanciers. Alors que Kamala Harris, je ne vois pas ce qu'elle aurait fait. Est-ce qu'elle aurait dit avec USAID, on achète un peu moins la presse occidentale, on truque un peu moins les élections partout dans le monde? Certainement pas. C'est dans une logique complètement opposée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de Trump, on est maintenant dans une démondialisation. C'est lui-même qui l'a inauguré en 2017. Donc, il est bien placé pour savoir que le système tel qu'on le connaît avec la Chine qui vend, qui est l'usine du monde, et puis les autres qui achètent, et la Chine paye avec de la monnaie de singe, c'est-à-dire les dollars que les Américains impriment. On savait que ce système n'est pas pérenne éternellement. Et Trump l'avait compris dès 2017. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'orchestrer la démondialisation. Alors, où est-ce que ça va nous entraîner ? À mon avis, c'est sûr que les entreprises américaines, elles vont faire beaucoup moins de marge.
si c'est plus produit en Chine, si les bénéfices sont plus planqués en Irlande, au Luxembourg, aux Émirats ou aux Bahamas, les entreprises vont voir leur marge s'effriter et l'actionnaire sera moins bien rémunéré, ça c'est une évidence. Donc je pense qu'on est sur un basculement, peut-être un basculement de type Reaganomics dans les années 80. C'est là qu'on a créé d'ailleurs ce monde où on délocalise et on exporte la production pour rapatrier des marges plus importantes. Trump s'est peut-être rendu compte que ça, c'est pas viable et que c'est les entreprises américaines qui ne contribuaient pas au budget américain qui ont entraîné les États-Unis également dans cette spirale de déficit. En tout cas, la plupart des gens pensent que Trump défend bien les intérêts US. C'est amusant parce qu'il y a un Trump bashing terrible dans tous les médias. Mais là, j'ai posé une question dans le chat. Enfin, Anaïs a posé une question dans le chat. Trump est-il un risque majeur pour la stabilité de l'économie mondiale? Et la plupart des gens, 77%, donc c'est écrasant, pensent qu'en fait, il défend juste les intérêts US. Donc, il y a vraiment, malgré le Trump bashing des médias, les gens ne pensent pas que c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, un peu comme le matin en se réveillant, prendre une décision un peu saugrenue. Toi, Xavier, ça me fait un peu penser, je ne sais pas si vous jouiez au foot quand vous étiez petit. On était dans une équipe et il y avait un adversaire qui était super fort. Mais vraiment une teigne. Hein. Le type, il nous marquait tout le temps des buts et on ne pouvait pas s'encadrer. Et après, quand on changeait les équipes qui se retrouvaient avec nous, on était tout contents parce qu'on avait vraiment le leader qui allait nous faire gagner. Trump, il est un peu comme ça. Il me fait penser à ça. Et bon, je le dis vulgairement entre nous, mais il me fait penser à ça. Par contre, il va y avoir un chiffre qui va être très, très intéressant à suivre. Ça va être l'inflation, évidemment. Est-ce que l'inflation va monter comme Wall Street s'y attend? La hausse de l'inflation, c'est vraiment la peur bleue de Wall Street. Wall Street est terrifié par rapport à ça et par rapport à la réaction de Powell derrière, le chairman de la Fed. Donc ça va être très, très intéressant. Après la baisse de 21%, Powell a dit qu'il n'interviendrait pas dans les actions, il ne soutiendrait pas les marchés. Et ça, les marchés n'ont pas aimé. Alors que, bon, Philippe le sait parfaitement, tout comme moi, la Fed interviendra si jamais les actions chutent trop fortement, par exemple à 35%, comme en 2020 pendant le Covid. Donc voilà, l'inflation doit être suivie avec attention et évidemment le niveau des 5700 points dans le S&P 500, car c'est là qu'on verra si le scénario noir de Philippe se matérialise, si là on aura l'opportunité du big short pour avoir une deuxième vague très très forte à la baisse et d'avoir éventuellement le scénario de 2008 qui cadrerait avec ce changement de modèle qui serait très très mal accepté par les marchés en général. Alors pour finir, parce qu'on en est à 57 minutes de vidéo, donc il va falloir s'arrêter. Pour finir juste en une phrase, est-ce que vous pensez que l'Europe peut résister à cette pression de Donald Trump et aux problèmes économiques que l'on voit arriver qui sont gigantesques, l'Europe et la France, ou est-ce que vous pensez que l'Europe va faire les frais en fait de tout ça parce qu'on n'arrive pas du tout on n'a pas peut-être les personnes suffisamment compétentes à la tête de l'Europe pour gérer ce genre de situation, ou la méthodologie voulue pour gérer ce genre de situation? Est-ce que vous pensez, comme moi, que la France risque vraiment de se retrouver dans d'énormes difficultés, soit avant la fin de l'année, soit en 2026 au mieux? En une phrase, on le fait très très court pour parce que la France n'est pas en difficulté. Bon. Moi, j'ai une vision très très complotiste de la chose. Je pense que si Macron a fait tout le contraire de ce qu'il fallait pour que notre pays rayonne, retrouve ses grands équilibres budgétaires et économiques, c'est totalement délibéré. On est totalement surendetté, on s'est désindustrialisé. Au niveau diplomatique, on s'est tiré une balle dans les deux pieds, dans les deux genoux. On est tricard partout en Afrique. Maintenant, notre diplomatie, elle est absolument risible et on ne pèse plus dans aucun domaine. Macron envisagerait même peut-être de partager le bouton nucléaire avec les Polonais qui le réclament à cœur et à cri, avec les Allemands, etc. Donc ça n'a pas de sens.
moi, je dis que tout ça, c'était fait pour mener la France dans le mur et arriver à dire, bah voilà, maintenant que tout est démoli, on va reconstruire, on va faire le fameux Build Back Better, le fameux triple B qu'on a entendu dans la bouche de Klaus Schwab avant qu'il rende son tablier. On l'a entendu dans la bouche de tous les mondialistes, Build Back Better, et comme Macron l'a dit, c'est plus facile de reconstruire quand tout est par terre. Donc je pense que son but était de tout mettre par terre, et les élections anticipées, de peut-être la rentrée, ça va contribuer et ça va parachever son œuvre. Maintenant, très vite pour l'Europe, alors on va être pris donc en étau entre une Chine qui va beaucoup moins vendre aux États-Unis, même si Trump, ça pèse un petit peu, même s'il trouve un deal avec les Chinois, il est certain, mais sûr et certain, et il n'y a pas moyen de faire une démonstration du contraire, que la Chine va beaucoup moins exporter vers les États-Unis, et donc elle va se tourner vers l'Europe, vers l'Afrique, vers les BRICS, naturellement, la coopération entre les pays des routes de la soie, ça va forcément être une zone qui va s'autonomiser, si j'ose dire. Donc, mais l'Europe reste une zone où on a encore du pouvoir d'achat et où la Chine va essayer de déverser tout ce qu'elle ne peut plus vendre aux États-Unis. Et puis là, on vient de se prendre, là, en l'espace de 10 jours, une baisse de 6% et même 7%, on était jusqu'à 7% lundi, du dollar. Comment notre commerce extérieur résiste à un dollar qui vient de perdre 7% en 10 jours, qui en perdra peut-être 10 en un mois. Les Américains sont en train de nous flinguer commercialement avec un dollar qui les affaiblisse. Les Chinois, bien sûr, arriment le yuan au dollar et le yuan baisse exactement au même rythme face à l'euro. Donc, on va en plus de ça importer de la déflation. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on a un euro qui devient fort parce que le dollar est faible et on a un yuan très faible parce que c'est politique. Et les Chinois vont nous inonder et ils vont nous inonder de produits qui, en plus de ça, vont être probablement un petit peu bradés. Donc, on va importer de la déflation. Et ça, vous le savez, les Japonais, ils ont mis 20 ans à s'en remettre. Donc voilà, l'Europe, elle n'est pas tirée de l'auberge. Et je pense que quelque part, Macron jubile de voir qu'on va dans le mur parce que c'est là que d'un seul coup, il pourra peut-être dégainer son plan de reconstruction européenne, etc. Parce que c'est ça sa véritable ambition. Et ce scénario est confirmé par les taux français obligataires qui sont en baisse, Philippe. Donc, les marchés sont très, très complaisants et ça date pas d'hier vis-à-vis de la France et de l'Europe. Et pour ma part, moi je dirais que l'Europe, déjà, elle n'a pas besoin des États-Unis pour se mettre une balle dans le genou. Elle le fait toute seule avec sa régulation. Le rapport de Mario Draghi de l'an dernier en dit super long. Et si on continue de super réguler comme ça, on va tuer tout seul notre économie. La France, elle a un solde négatif au niveau de l'Europe. Hein, c'est un des plus gros payeurs européens. On donne plus à l'Europe qu'on en reçoit. Donc, on se tire vers le fond tout seul avec l'Europe. Et les États-Unis, et le bras de fer États-Unis-Chine, en fait, va finir de nous plier. Et la Chine va déverser toutes ses exportations, effectivement, en Europe. Et ça va tuer l'économie européenne. Donc, en vrai, on s'est mis tout seul dedans. Et la Chine va nous achever. Oui, enfin là, je suis tout à fait d'accord. On s'est mis tout seul dedans, on n'avait pas besoin de Trump. Il suffit de voir l'industrie automobile qu'on a vraiment vendue aux Chinois et qu'on a fait exploser tout seul comme des grands. On a réussi à détruire. Régulation. C'est notre principale exportation. C'était notre principale exportation, l'automobile, sur l'Europe, hein, pas sur la France. Mais c'était notre principale exportation et on l'a flingué en 10 ans, mais d'une façon merveilleuse. Ça a été une véritable. Avec une loi. C'est un truc de fou. Et on est en train de faire pareil avec l'intelligence artificielle. On a aussi flingué notre énergie. Parce que si on avait développé plus de centrales nucléaires, avec une rentabilité qui est infiniment supérieure à celle des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, si l'Allemagne avait consacré ne serait-ce que le 5e des budgets qui ont été engloutis dans des éoliennes à l'arrêt l'hiver et dans des panneaux photovoltaïques qui reçoivent évidemment pas de soleil du 15 novembre au 15 mars, ils auraient une capacité en térawatts
qui serait nettement supérieur à ce qu'ils ont aujourd'hui, avec un investissement 5 fois inférieur. Et en plus de ça, il faut qu'on se coltine, il faut qu'on achète ce courant produit par des machines qui sont intermittentes, et il faut qu'on le paye très cher, ce courant, en plus. Donc, non seulement c'est pas efficace, c'est cher, et on va être obligé de se le coltiner encore 15 ou 20 ans. Le temps qu'on se dise, bon, maintenant, les éoliennes, quand elles tombent en rade, on les répare plus. Les panneaux photovoltaïques, quand ils s'oxydent, on les remplace pas. Mais on va se traîner comme ça une énergie hors de prix. On se l'est, là aussi, infligé tout seul, alors qu'avec le nucléaire, on aurait pu être vraiment concurrentiel. Alors bon, il y a le gaz russe qui était pas cher, d'accord, et peut-être qu'il valait mieux s'en passer, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que le nucléaire nous permettait en tout cas d'être complètement indépendants des Russes et nous permettait surtout, ah bah zut, ça permettait pas de filer des valises de billets à ceux qui installent les éoliennes, ça c'est sûr. Enfin, de recevoir des valises de billets de la part de ceux qui installent des éoliennes. Bon, ben, merci à tous les trois d'être venus. Je rappelle à ceux qui ont regardé la vidéo que vous pouvez voir Antoine tous les matins sur la chaîne XTB. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi voir les chroniques de Philippe Béchade tous les jours. Alors, vous pouvez le suivre avec les publications Agora, mais vous pouvez aussi voir ses chroniques tous les jours. Le lien est dans la description et vous pouvez télécharger son dernier rapport gratuit. Le lien est aussi dans la description. Et vous pouvez suivre Nicolas sur Twitter. Et il y a aussi un lien vers son Twitter dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce format. S'il vous convient, là, c'est la 6e que l'on fait avec ce format-là. Donc maintenant, dites-moi s'il vous plaît, s'il vous convient, etc. Si vous avez des choses que vous voudriez modifier. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci à ceux qui étaient dans le chat. Merci à ceux qui nous regardent en différé. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bientôt. Bonne journée. Merci.